Je pense qu'il faut qu'il y ait de l'entraide entre les producteurs, les consommateurs, tous les gens qui font partie de cette chaîne-là, donc nous tous. Je trouve qu'on peut profiter de la nature, de tout ce qu'elle nous offre, pour mettre de belles et bonnes choses dans nos assiettes. Mais tout le monde doit être motivé et sensibilisé pour qu'on soit des chefs d'orchestre pour une meilleure consommation. Donc voir ce qu'on peut faire pour préserver le vivant, de manger tout simplement mais naturellement, des produits locaux au maximum, comment on peut soutenir cette agriculture-là, la développer et sensibiliser. Parce que je pense que la transition, elle passe d'abord par la sensibilisation aux enfants, parce que c'est leur avenir qu'on prépare et c'est eux qui vont aussi dessiner cet avenir, cette transition. Il faut qu'on continue à admirer cette nature idéale ici, avec des moutons et un joli paysage, presque vierge. Et que nous soyons tous solidaires pour aller dans ce sens. Voilà. Donc c'est quelque chose qui se fera difficilement quand même tout seul de cette transition, qu'on soit tous réunis. Et la notion de transmission aussi, un peu pour reprendre un peu l'idée des plus jeunes qui arrivent, et c'est par nos connaissances et par nos envies de les faire avancer je pense qu'on arrivera à... Voilà. Parce que pour moi la transition passera par un retour à la terre de l'élevage, et non pas un élevage hors sol comme à l'heure actuelle avec des fermes-usines. Et j'aimerais bien que la transition, elle prenne en compte des richesses autres que celles qui sont liées à l'argent, et notamment celles de la nature. Et je vois la transition de cette façon. Une phase dite de partage, de comprendre, des connaissances, qui vient de s'expliquer assez clairement, et puis une phase de construction d'une vision commune, pour proposer bien sûr derrière. Le point de vue vraiment, alors ça c'est la notion d'égalité, le point de vue de chacun est identique. Il n'y a pas de supérieur, d'inférieur, chacun arrive avec ses petites compétences, son sac de connaissances, etc. Je me suis installé ici en 2017, après un travail salarié, donc j'étais collègue de Lise. Donc merci Lise d'ailleurs d'avoir proposé la journée ici, c'est sympa. On espère qu'on va pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Donc je travaillais 15 ans au GAB en tant que technicien d'élevage, donc j'accompagnais les éleveurs vers des systèmes bio. Et avant, j'ai travaillé 2 ans dans une structure associative qui s'appelle l'AFOC, qui est l'association de formation collective à la gestion, qui avait pour but de former les gens, les paysans, à la comptabilité et plus généralement à l'autonomie décisionnelle. C'était très intéressant, parce que ça permettait de sortir justement de cette oppression des lobbies et d'être maître chez soi, quoi. Voilà, et puis j'ai grandi aussi dans une ferme, donc j'avais depuis tout petit envie de devenir éleveur, mais j'ai dû prendre une année sabbatique au GAP. Pendant 1 an j'ai fait du woofing, je travaillais dans des fermes en élevage, et je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie de faire ça, et donc quand je suis rentré de ce voyage, j'ai décidé de m'installer, et j'ai passé 3 ans à chercher du foncier. C'était quand même assez compliqué, ça c'est aussi une problématique vraiment compliquée, parce que quand on n'est pas d'un secteur, c'est pas évident d'avoir la terre, quoi. Les gens se la gardent pour eux, quoi, en famille, quoi, beaucoup. C'est beaucoup familial, quoi, la terre, quoi. Voilà, et puis donc maintenant on travaille à 3 donc, avec mes 2 collègues Mélène et Jérôme, qui eux sont axés sur l'aspect pédagogique. Donc on a une ferme pédagogique plus une chambre d'hôte. Et moi je m'occupe essentiellement de l'élevage. On est là. Et donc on a donc la grosse partie de la ferme, et ici donc autour de la bergerie, il y a 17 hectares d'un seul tenant dans lesquels tournent mes moutons, quoi. Et en tout, j'ai 35 hectares. Donc après, nous, on habite ici, là, dans cette partie-là où il y a la longère, avec 3,5 hectares où il y a la ferme pédagogique avec la basse-cour, et puis quelques équidés, des chèvres qu'on utilise justement pour la pédagogie. Et ensuite, c'est un petit peu éclaté. Il y a 5 hectares à Conlo, ici, là, dans le bas. Et puis ensuite, il y a des zones dans le centre de Vannes, enfin, à côté de Terrine. Je ne sais plus la personne qui est de Terrine, c'est toi, ouais. Donc on a des moutons là-bas, que tu dois voir régulièrement. Ouais. Et puis il y en a aussi à la pointe des émigrés, qui est de l'autre côté, là. De l'autre côté de... Bon, on voit pas, c'est ici, quoi, en fait. De la carte. Voilà.
Donc, il y a une transhumance, ça va là? non, il n'y a pas une transhumance. J'avais envie de faire ça au tout départ, mais j'ai eu peur de perdre des moutons dans la nature. Donc je fais la transhumance en bétaillère. Tout est en herbe sauf 5 hectares qui sont, parce que j'ai aussi 5 hectares à Kermesquel, donc il y a 30 hectares qui sont propriété du Conservatoire du Littoral. Donc avec eux, en gros, il y a un cahier des charges spécifique qui m'interdit de mettre de l'amendement et de la fertilisation, même organique, je ne redonne rien du tout. Et j'ai 5 hectares à Kermesquel qui appartiennent à la ville de Vannes et qui, là, j'ai le droit de faire ce que je veux, quoi. Donc c'est les 5 hectares que je cultive et qui sont donc en orge du pin pour donner de l'aliment pour les animaux l'hiver. On a regardé des photos des années 50, en fait on se rend compte qu'ici il n'y avait pas de haies, ces deux bosquets-là n'existaient pas, et il n'y avait pas de haies, il n'y avait rien. Parce que c'est en fait des très bonnes terres, j'ai 60 cm de terre ici. On a découvert ça en plantant des haies, parce qu'on a replanté des haies dans le fond, là, on verra tout à l'heure. Et donc en faisant des carottages, on s'est aperçu qu'il y avait un gros fond de terre, et en discutant avec des voisins du coin, j'ai appris qu'il y avait avant des pommes de terre, des céréales, c'était toutes des petites parcelles cultivées ici. Parce que c'est de la bonne terre, donc quand c'est de la bonne terre, on les cultive, quoi. Et donc depuis 1995, tout ce terrain-là a été racheté par le Conservatoire du Littoral, donc qui est une antenne du ministère pour préserver le littoral, pour petite construction, grosso modo. Et donc, pendant une dizaine d'années, ça a été juste fauché, c'est des voisins qui fauchaient une fois à l'année le foin, et puis c'est tout, quoi. Et en 2007, ils ont installé une première personne qui est restée 10 ans, et moi je lui ai succédé, donc il y a 3 ans, en 2017, quoi. Voilà. Ah bah ouais, c'est très très naturel puisque moi j'ai pas vraiment l'historique très concret, mais je sais que depuis 1995 c'est racheté par le conservatoire, donc je suis sûr que depuis 1995 il n'y a rien, quoi. Avant il y avait probablement des cultures, donc on est sur des prairies très pauvres, il y a énormément de fluvodorantes pour ceux qui connaissent un peu les plantes, donc ça c'est vraiment une plante qui représente la pauvreté agronomique du sol, quoi. Enfin, ça représente des terres pauvres en azote, très très pauvres en azote. Mais depuis que je tourne justement, je vois un petit peu réapparaître du trèfle, des plantes un petit peu plus bénéfiques pour mes animaux. Mais à la base, c'est une fleur très, très pauvre, quoi. Voilà. Mais la fluvodorante est intéressante parce qu'elle donne un goût vraiment sympa au foin. Donc c'est pas que du négatif, c'est peu productif, mais c'est aussi intéressant en termes de qualité, quoi. Oui, parce que ça se répercute sur la langue. Comment? Ça va se répercuter après sur la... Ça probablement, alors après je ne suis pas allé jusqu'à ce truc-là, mais oui, certainement, ouais, certainement. Voilà, et donc moi le but justement c'est que le terrain est quand même assez nu, on va voir tout à l'heure en se promenant, et donc du coup j'ai commencé à replanter des haies et j'ai recontacté une personne de l'agglo qui travaille pour Brest Bocage, qui va venir en janvier prochain pour aussi réfléchir à réimplanter des haies pour avoir une protection. Moi ce que je cherche avant tout c'est une protection pour les animaux, parce qu'ils sont beaucoup dehors, donc c'est un système très pâturant, je veux qu'ils mangent un maximum d'herbe, d'un point de vue écologique mais aussi économique, parce que de l'herbe mangée c'est beaucoup moins cher. Et donc il leur faut des haies naturelles pour se protéger du vent, des intempéries, au maximum. Et puis après, en termes de biodiversité, c'est extrêmement intéressant d'avoir ce maillage bocager pour les animaux sauvages. Ouais. Et puis pour compléter, il y a aussi toute une étude qui est faite par souvent les agronomes par rapport aux haies qui sont nourricières pour les animaux. Oui, tout à fait. Qui fréquentent. Comme les chevaux par exemple. Il y a beaucoup de choses qui sont faites avec les haies pour qu'ils puissent se nourrir et se soigner. À l'INRA, ils ont déjà commencé à bosser là-dessus. Il y a les fourragères, ça commence à être travaillé. Ouais. Par rapport à la transition énergétique, transition climatique, c'est important, je pense. Ouais. Mais moi, le premier atout, ce que je recherche avant tout, moi, c'est protection des intempéries. Ah oui. C'est vraiment ça. Le vent. Bah ouais, le vent, parce que là aujourd'hui, j'ai le vent et puis le soleil l'été, il fait quand même chaud, mois de juillet, août, je suis obligé de bricoler avec une remorque, des tôles, des palettes pour leur faire de l'ombre, donc c'est... Ah oui. T'as combien de moutons? Alors sur le septel, il y a 80 brebis en tout qui ont été à la lutte là, donc il y a à peu près 65 Suffolk, c'est les têtes noires, qui sont assez productives on va dire. Et puis après j'ai une quinzaine de landes de Bretagne que je vous disais là qui sont à côté de Décathlon et dans les zones éloignées où je vais un peu moins souvent. Donc c'est une race très rustique qui a besoin de moins de soins mais par contre qui fait beaucoup moins de viande. Ça fait des animaux qui font une cinquantaine de kilos une fois adulte, 50-55, alors que mes Suffolk vont faire 80 kilos. Quoi. Donc forcément, donc pour finir sur le cheptel, donc il y a à peu près 65 Suffolk, une base de Suffolk. Après j'ai fait des croisements pour justement gagner en rusticité. C'est un peu ça la difficulté, c'est que d'un côté je veux des animaux rustiques qui ont besoin d'un minimum de soins,
pour être adaptés justement à un système herbagé dehors. Ils sont en bergerie juste l'espace de 2 mois, en gros entre février et mars, pendant la période de mise bas. C'est-à-dire que j'étais tous les agneaux, ici il y aura plein d'agneaux au mois de février-mars. Le reste de l'année ils sont dehors tout le temps. Donc il faut qu'ils puissent se débrouiller dehors. Et donc est assez rustique, et en même temps je veux quand même de la viande. Donc il faut avoir les deux. Donc si on fait que du rustique, on a très peu de viande, et si on fait que de la production, on a des animaux faibles. Donc voilà, il faut arriver à trouver un compromis entre ces deux extrêmes-là. Et justement, c'est quoi le compromis alors? Le compromis, c'est aussi... moi, je fais des croisements, en fait. En fait, en croisant les animaux, on a ce qu'on appelle l'effet hétérosis, donc on gagne les meilleurs gènes des deux côtés, et donc on a des animaux très, très résistants, quoi, et aussi très productifs. Parce que si je reprends un peu le schéma, donc j'ai des naissances ici entre février et mars. Les premiers agneaux, à 4 mois, ils font déjà 42 kg, donc ils partent à l'abattoir à ce poids-là. Moi, en gros, je vais à l'abattoir entre 42 et 50 kg. Et là, les derniers, je les ai emmenés la semaine dernière. Et après, il me reste les Landes de Bretagne qui eux, mettent quasiment 1 an. Ils sont même pas à ce poids-là, ils sont un peu plus petits que ça en plus. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des races européennes du Nord, enfin j'en sais rien, qui seraient adaptées plus au froid À la base, le mouton, c'est un animal qui a été domestiqué en Asie du Sud-Est, dans une zone très sèche et très aride. Et nous, on est quand même dans une zone très humide. La Bretagne, il y a pas beaucoup plus humide. Donc ils ne sont pas adaptés de base. Contrairement aux vaches qui, elles, on peut faire ce qu'on veut avec des vaches, ici, c'est quand même un animal qui n'est pas adapté. Donc il faut arriver à améliorer sa rusticité. Et puis à améliorer aussi l'environnement pour qu'il puisse quand même s'adapter. Après, j'utilise aussi, je suis en bio, mais j'utilise aussi la médecine conventionnelle, c'est-à-dire que ces animaux qui sont sensibles au parasitisme, donc je suis obligé de les traiter contre ces parasites. Il faut imaginer que c'est comme des vers qui vont aller grignoter les intestins, ou les poumons, c'est les deux, les strongs, ça s'appelle. Et donc pour lutter contre ça, on est obligé d'utiliser des produits vétérinaires chimiques. Donc ça, je fais tous les ans, ils ont un traitement comme ça. Et les pattes, ils n'ont pas trop. Et j'ai des problèmes de pattes. C'est les deux problèmes, c'est ça, les parasites et les pattes. Parce que, une fois de plus, à la base, c'est un mouflon qui est adapté à des zones rocailleuses. Et le mouton, dans une zone humide comme ici, il a du mal à s'en sortir. Donc il faut l'aider avec ce qui existe aujourd'hui. Donc voilà, on est obligé de donner des coups de main. Ils ont l'air d'avoir un peu peur, ouais. Ah ouais? Normalement, ils viennent me voir facilement, mais je crois que ça va pas être le cas, visiblement. On est plus nombreux qu'elle. Ouais. Donc là, c'est que des mâles, justement, quoi. Donc c'est que des mâles, il y a les béliers. Et puis donc les têtes blanches qu'on voit, c'est tous les petits Landes de Bretagne. Je vous disais, la race la plus rustique que j'ai, qui est élevée dans les zones au loin. Et qui met beaucoup plus de temps à grossir. Donc là, les plus gros font 38 kg, je les ai pesés la semaine dernière, mais les plus petits font une trentaine, 33 kg, quoi. Donc alors pourquoi t'as fait ça de mal? Ça c'est Inch'Allah, moi j'en décide pas. Hein. C'est la nature. Non mais c'est pour les manger. Ah oui, c'est pour les manger, ouais. Volontairement pour la reproduction, c'est ça. Non. En fait, en gros, là sur les 80 brebis l'année dernière, j'ai eu une centaine d'agneaux. Il y a eu un peu plus de 60 mâles, je sais plus exactement. J'ai eu un peu moins de 40 femelles. Donc les femelles, je les garde toutes parce que je suis en phase de croissance. Je veux renouveler mon troupeau. Et les mâles, ils partent tous pour la boucherie, quoi. Ah ouais. Oh là là, les pauvres. Sont là, les pauvres, ouais. En même temps, il faut qu'il y ait des moutons justement pour entretenir cette zone. C'est un peu ce que j'essaie de vous dire en entrée. Oui, bien sûr. Alors moi, une bonne prairie pour moi, c'est quand il y a du trèfle. Donc là, on en voit un petit peu. Et qu'est-ce que le trèfle apporte à ces bêtes? De l'azote. Il apporte de l'azote pour les bêtes et pour le sol. Donc vu que j'ai pas le droit aux engrais ici, quand j'ai du trèfle, donc le trèfle il a cette possibilité de transformer l'azote de l'air en azote dans le sol, avec un système de bactéries, de rhizomes là. Et donc il va m'enrichir mon sol et donc améliorer le rendement de ma prairie, quoi. Et pour l'animal, ça lui apporte de l'azote pour digérer le sucre qui est à côté dans les graminées, quoi. Donc voilà, plus il y a du trèfle et plus je suis content. Et tu fais uniquement que de l'abattage
nature ou tu as des prairies à foin sur lesquelles tu Alors vas toutes faire des celles-là, fauches et de la justement pâture? là j'ai cette bande là, plus c'est là où on était sur la bergerie, tout ça c'est vraiment que de la pâture toute l'année. Ça c'était comme ça avant que j'arrive, il y a un contrat justement avec le parc pour dire qu'on ne fauche pas ici. Alors j'ai le droit de faucher à partir du mois de juillet je crois, mais je fauche jamais en fait. Oui, tu as une mesure agri-environnementale et climatique sur de la fauche tardive. Voilà, fauche tardive à partir de la préservation de la biodiversité, voilà, surtout lié à la nidification des oiseaux. Voilà. Alors justement, excusez-moi, parce que ça m'intéresse beaucoup. La fauche tardive, parce qu'on a beaucoup de mal je trouve, à mettre en place ça de façon générale. Et donc, qu'est-ce que c'est les contraintes et qu'est-ce que ça vous embête? Est-ce que ça vous embête ça? Ah bah moi ça m'embête pas sur cette zone parce que de toute façon ça correspond à mes pratiques. Donc moi ça m'embête pas du tout d'avoir, là il y a 6 hectares qui sont là-dedans, moi ça m'embête absolument pas parce que c'est vraiment ma zone qui est pâturée, donc ça me gêne absolument pas. Par contre si c'était sur l'intégralité de la ferme, ça serait très compliqué. D'accord. Parce que là moi j'ai besoin de faire des fauches un peu plus précoces pour que derrière il y ait de la repousse pour pâturer quoi justement. Okay. Et puis en termes de qualité de foin, si on fauche voilà. trop tard... Mois de juillet c'est de la paille, hein. En termes de valeur c'est zéro quoi. À la limite, ça, même, à la limite, pour moi, ça c'est pas le plus grave parce que à la limite, je peux compenser. Moi, au moment des mises bas, je mets un peu de céréales pour justement stimuler la lactation. À terme, j'aimerais bien m'en passer, mais là, je peux pas parce que j'ai un troupeau qui répond comme ça. Mais ce qui est super important, c'est que si je coupe là début juin, moi, je sais qu'en juillet, août, je vais avoir de l'herbe à fond. Si je coupe en juillet, j'aurai pas d'herbe avant le mois d'octobre, quoi. Ouais. Donc c'est surtout ça. Moi, je suis dans un système pâturant. Je veux de l'herbe toute l'année au maximum, quoi. Donc plus je coupe tard et plus je suis sûr que j'ai pas d'herbe du tout après. Et donc voilà, j'ai recadré, comme je vous disais tout à l'heure, donc avec les clôtures électriques, ça me permet de faire des petites parcelles. Donc globalement, j'essaie de tenir, j'avais tout calculé pour que mon troupeau circule toutes les semaines, change de parcelle toutes les semaines, quoi. Toutes les semaines. Voilà. Donc là, vu qu'il y a moins de bêtes, c'est un peu moins long. Et ce qui est surtout important, c'est au printemps. Au printemps, si on veut être bon sur le pâturage, il faut les changer vraiment toutes les semaines pour optimiser la productivité. Donc l'idée, c'est de rentrer à 20 cm de hauteur. Donc je mesure 20 cm feuilles tendues pour décider de l'entrée dans la parcelle. Et après, ils sortent une fois que c'est bien rasé, quoi. Moi, tous les matins, je fais le tour de toutes les bêtes. Pour voir s'il n'y en a pas une qui va pas bien, donc les pattes ça c'est régulier, donc j'ai un petit sac et quand il y a une qui va bien je l'attrape, je lui soigne les pattes. Il peut y arriver aussi d'avoir des problèmes de respiration, j'en ai de temps en temps quoi, donc là c'est pareil, après moi quand j'ai une bête qui est pas bien, je lui mets un antibiotique pour la soigner quoi. Et un anti-inflammatoire. Et ça en agriculture bio, quand tu vends donc ça on a le droit, donc faut le noter, donc, de toute façon mais pour que ce soit bio ou pas bio, hein, dès qu'on fait un traitement comme ça on note, on a un cahier d'élevage sur lequel on note les traitements. Et nous, la spécificité en bio, c'est qu'on double le temps d'attente. C'est-à-dire que par exemple, sur un antibiotique, je vais avoir une semaine, moi je vais avoir 2 semaines moi, de temps d'attente avant de remettre à l'abattoir. Dans une ferme moyenne, on va dire qu'on a un chargement d'un UGB, donc ça ferait 6,6 moutons à l'hectare. Moi je suis à 2,5-3 quoi. À 3, et donc l'objectif c'est d'arriver quand même à peu près à 5. Je pourrais aller 5 maximum moi. Par rapport à mes contraintes. Comment ? En augmentant ton cheptel quoi. Ouais, donc là ça fait en chiffre, ça veut dire aujourd'hui je suis à 80 bovries, je peux arriver à 100 à peu près. C'est mon objectif. Tu resteras, et donc en arrivant comme ça à 100, tu resteras toujours sur de l'extensif en fait finalement. J'arriverai à l'extensif mais avec voilà, en étant autonome sur ma ferme. Là aujourd'hui je vends du foin, j'en ai trop quoi. Ah oui. Donc bah ouais. Donc c'est un peu dommage, donc il faudrait que j'arrive à autonomiser ça quoi. Ouais. C'est vraiment un objectif que vous avez d'atteindre les 100 moutons Ouais, techniquement j'ai envie que ça tourne, puis il faut aussi que je tire un revenu parce qu'aujourd'hui c'est pas beaucoup non plus ce que j'ai pour vivre. Hein. Pour donner une échelle de comparaison, en installation on a 400 brebis en allaitant comme ça, donc moi j'en ai 80, donc là, je suis petit quoi. Tu vas augmenter ton cheptel par ta reproduction ou tu vas quand même faire appel à l'extérieur ou... Bah, j'ai acheté un petit peu au début mais c'était compliqué, donc du coup maintenant je vais essayer de faire tout moi-même. Ouais. Donc la génétique après ça va être l'achat de béliers quoi. Voilà ouais. Avec des béliers ouais. Tourner avec combien de béliers en permanence sur ta ferme? Là cette année j'en avais 4 quoi. 4 quand même? Ouais. Bah ouais parce que j'ai des petits lots parce que par rapport à la consanguinité justement je voulais faire plusieurs lots. Ouais. Donc, et puis ils voyagent de ferme en ferme quoi. Ouais. Régulièrement utilisé. Tous les combien d'années? Tous les un par an? C'est quoi? Non, bah j'essaie de faire 3 ans à peu près avec un bélier normalement. Voilà ouais d'accord. Ouais, j'aimerais faire ça.
l'abattage, il n'y a pas de maltraitance, tu es garanti, tu es sûr? Ça c'est un gros sujet effectivement qui m'embête, je suis pas à l'aise avec ça parce qu'aujourd'hui je les emmène à l'abattoir de Vannes et il y a clairement un stress, hein. Ça je suis pas très content de ce travail là. Mais bon voilà, j'ai pas le choix aujourd'hui de faire comme ça, tout le monde fait comme ça. Mais l'objectif aussi à terme ça serait de faire un abattage mobile à la ferme. J'aimerais bien qu'il y ait un caisson qui vienne et qu'il n'y ait pas de stress parce que à chaque fois ça me fait mal au cœur clairement de les emmener là-bas parce qu'ils déjà ils aiment pas le transport, on sait que ça a été montré en expérimentation qu'il y a un stress fort hein, quand on les transporte et quand ils arrivent là-bas ils le sentent quoi. La mise à mort, on va pas se mentir, c'est pas une partie de plaisir. Hein. Non. Donc voilà, Non. que ce soit le mieux c'est que ce soit fait dans de bonnes conditions mais soit rapide. Alors ça c'est un sujet, c'est vrai que moi du coup parce que voilà c'est assez récent mais j'ai été confronté justement à la souffrance animale assez rapidement, c'est vraiment dur quoi. Enfin, je sais que l'année dernière j'ai quasiment tous les ans un agneau qui a une tétanie quoi. Ouais. Et donc tu vois l'animal qui se raidit, qui souffre, c'est dégueulasse donc du coup il faut le tuer quoi. Ouais. Et voilà, quand on est face à son agneau qu'on doit le tuer, il faut sauter un coup de pied au cul pour le faire mais c'est vraiment des trucs durs quoi. Et ça, il n'y a pas de formation pour ça je crois. Hein. Enfin, en tout cas moi je sais pas trop comment. J'ai l'impression que c'est fait un peu à l'arrache un peu partout quoi. Et ça serait bien aussi qu'on travaille vraiment sur ces sujets qui sont un peu, je pense, bien tabous et qui sont compliqués à gérer quoi. Donc ça c'est l'avantage, c'est que voilà, je disais c'est des animaux rustiques qui fonctionnent bien même sur des herbes très pauvres, sur de la ronce, ça valorise vraiment des zones très très pauvres quoi. C'est des bonnes tondeuses quoi. Alors après moi quand même ici j'ai mis justement tout un réseau d'eau avec des abreuvoirs automatiques parce que l'été quand même si ça boit quoi, même si ça boit, ça n'a rien à voir avec une vache hein, mais ils ont besoin quand même d'eau en été et même un peu en hiver quand même. Donc j'ai tout automatisé pour l'eau pour que ce soit un truc facile à gérer et bon, ça coûte pas si cher que ça donc ça c'est intéressant. Oui puis t'as des suffolks aussi donc elles ont besoin, elles sont plus exigeantes. Ouais. Après, surtout quand elles font du lait, enfin voilà, au moment de la lactation il faut de l'eau quoi. J'étais inquiet justement par rapport à la commercialisation cet été parce que j'ai eu pas mal de merguez justement parce que j'ai renouvelé pas mal de troupeaux et l'avantage d'être ici dans cette zone périurbaine c'est qu'on a le GR34 qui passe juste en dessous, il y a énormément de passages. J'ai mis une petite pancarte et dans les 2 jours qu'on suivi j'avais vendu toutes mes merguez quoi, et ce qui est bien en plus c'est que c'est des gens qui habitent pas loin, qui connaissaient pas la ferme, qui ont pu voir l'existence de la ferme donc c'est vachement bien parce que c'est très très local, il y a des gens qui viennent en vélo récupérer leur pincette de viande donc pour moi ça a du sens et puis c'est chouette, il y a des retours très positifs en plus sur la viande, la qualité. Toi tu fais ta transport ? Non, donc je l'emmène à l'abattoir à Vannes et ensuite c'est Terre des Délices à Boal qui est labellisé bio qui le transforme. Donc après je vais récupérer mes caissettes, je les ramène à la ferme. J'ai un frigo dans la salle pédagogique là et les gens viennent, je leur propose un créneau horaire pour venir récupérer leur colis. C'est à la demande quoi. Ouais, j'envoie un mail, petit à petit j'ai créé un petit réseau, un petit listing et j'envoie un mail, je propose et puis les gens réservent et je mets de côté et on cale une date. Tu travailles avec des bouchers qui sont... Non, ça j'aimerais bien à terme le faire aussi mais c'est pareil, c'est partie des choses que j'aimerais bien. Mais pour l'instant c'est que du particulier, c'est le plus simple. Hein. D'accord. Et avec des restaurateurs non plus ? Non plus, ouais. Mais tu passes déjà tous tes volumes en fait. Ouais, aujourd'hui je passe tout, donc c'est pour ça que j'ai pas non plus cherché à... J'expliquais à Madeleine quand on est restaurateur, quand on travaille en direct avec des producteurs, en élevage, etc. On pense que l'alchimie se fait très facilement entre nos besoins et leur production, mais c'est hyper compliqué en fait. Ça se développe, c'est des relations de confiance, il faut se rencontrer, etc. Et j'y disais par exemple qu'on travaille avec Pierre-Yves et Jean-Michel qui sont le gaïde de village, voilà, Mediac sur les cochons. Et quand on abat 5 cochons par semaine, ça fait 10 filets mignons. Un restaurant en général 10 filets mignons, il fait pas beaucoup de couverts quoi. Et sauf que si on prend les 10 filets mignons de Pierre-Yves et Jean-Michel, sur les marchés ils ont plus de filets mignons pour leur clientèle. Les gens disent pourquoi vous en avez pas cette semaine. Donc c'est tout un échange. Moi par exemple les filets mignons de Jean-Michel et Pierre-Yves, je les prends 2 fois dans l'année, ils me les mettent de côté. Ça me fait plaisir de les travailler, c'est pas. Enfin moi j'aime travailler tous les morceaux donc j'ai pas de soucis. Mais voilà, c'est pas si évident. Les morceaux dans un bœuf, il y a 2 joues de bœuf, il y en a pas plus que ça, etc. Après c'est pareil pour l'agneau. Hein. C'est exactement. Moi je prends des agneaux entiers, pareil, je travaille avec Pierre, je prends l'agneau entier quoi, et puis je le travaille de différentes façons. Quoi. Après moi c'est moins compliqué parce que je travaille dans des bocaux donc c'est plus du mijoté, etc. Donc je peux mettre tous les morceaux que je veux. Quoi.
Moi, quand on a démarré le restaurant il y a 2 ans et demi, on a commencé avant d'ouvrir le restaurant par créer un réseau de partenariats avec des producteurs. Il fallait qu'ils comprennent bien ma démarche, que j'étais sur des tout petits volumes, que j'étais sur 16 couverts par jour, que j'étais tout seul en cuisine, enfin qu'on n'allait pas leur prendre tout. Et d'ailleurs, voilà, on ne valorise pas que les beaux morceaux, il faut être capable de valoriser, ce que je disais tout à l'heure, tous les morceaux, donc ça implique de savoir aussi cuisiner. Sur les circuits longs, il évoquait BVB, Bretagne Viande Bio. C'est aussi ces organisations de producteurs, elles vont aussi contacter la restauration collective et les acteurs de la restauration collective pour vendre. Ouais. Et elles permettent de regrouper l'offre à un endroit. Ah oui, d'accord. Donc c'est vers eux qu'il faut plutôt s'orienter pour avoir l'info. Ouais. Là, j'ai pas beaucoup de revenus, mais j'ai pas beaucoup de besoins non plus, donc on a quand même beaucoup de subventions, donc avec la PAC, en fait, ça marche, quoi, grosso modo. Bon, voilà, il faut que je revoie effectivement mes tarifs là, pour que ce soit un peu plus cohérent, mais bon, je suis assez serein quand même, ça devrait aller, quoi. C'est pas un obstacle pour toi? Comment? C'est pas un obstacle pour toi? Je crois pas, non, je crois pas, ouais. Non, mais l'objectif, c'est quand même que tu te tires un salaire. Oui, bien sûr, ouais. Ouais. Et au niveau de votre qualité de vie, c'est quoi? C'est des vacances? C'est des week-ends? Ouais, bah là, moi j'ai 7 semaines de vacances par an. Ouais, voilà. On se prend pas mal de week-ends. Tu peux partir? Ouais, sans problème. Parce que vous êtes 3, t'as des coups de main. Ouais, bah après, on s'organise entre nous, il y a des copains, des colocs. Enfin, ouais, non, moi j'arrive à avoir une vie sociale et des vacances, quoi. C'était mon contrat aussi de départ, moi, quand je me suis installé. Je voulais pas tomber dans le système où on fait que de travailler et qu'on prend pas de vacances, quoi. C'est bien. Mais le cadrage un peu de nos discussions, il y a 2 grands objectifs. Travailler sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc les aspects changement climatique, et travailler sur les aspects de transition alimentaire, et notamment les recommandations du Programme national nutrition santé. Donc ça, c'est les 2 éléments de cadrage, et on a un outil qui nous aide, on en a parlé un petit peu, c'est AFTER 2050. Donc AFTER 2050, c'est quoi? C'est un scénario national développé par le bureau d'études Solagro. Ce scénario, il propose en fait une transition agricole et alimentaire à l'horizon 2050 pour répondre à ces enjeux climatiques et enjeux de santé. Donc le scénario va traiter d'aspects agronomiques et nutritionnels. Pour ce qui est des solutions agronomiques, l'étude repose surtout sur les principes de l'agroécologie. Et pour les aspects nutritionnels, on va être en fait sur une modification de l'alimentation, avec notamment une baisse de la consommation de viande et de produits laitiers, et une augmentation importante de la consommation de légumineuses.